Puisque sur cette chaîne j'ai l'impression que vous regardez tous les animes isekai qui sortent, j'ai décidé de vous présenter l'isekai de cette saison, qui essaie de donner une vibe d'Overlord mais qui n'y arrive même pas. Cependant, cela ne veut pas dire que cet anime est mauvais. Il est toujours agréable à regarder, surtout pour ceux qui aiment regarder des animes clichés à l'heure du déjeuner. Le héros ou le méchant de cette histoire s'appelle Hiratakuto. C'est un patient solitaire, en phase terminale, sans amis, dont la famille se préoccupe uniquement de payer son assurance vie. C'est pourquoi personne ne lui rend jamais visite dans sa chambre d'hôpital. Son seul réconfort est le monde d'Eternal Nation, un jeu de rôle de construction de civilisation auquel il joue en permanence, car il n'a rien de mieux à faire. Un jour, Takuto perd connaissance à cause de sa maladie, et lorsqu'il rouvre les yeux, il se retrouve assis sur un trône de pierre au milieu d'une forêt. Alors qu'il se demande ce qui se passe, il voit une femme sortir des arbres et l'appeler mon roi. Cette femme est Atu, le personnage préféré de Takuto dans le monde des nations éternelles. Bien qu'il soit excité de pouvoir la voir en vrai, il ne sait pas exactement comment réagir. Heureusement, Atu est consciente qu'elle fait partie d'un jeu et elle sait exactement qui est Takuto, le joueur légendaire qui a dominé le classement année après année. Elle se souvient de tous les mouvements qu'elle a effectués aux côtés de Takuto et le connaît mieux que quiconque, et ils sont tous deux heureux de se rencontrer enfin en personne. Takuto demande à Atu si c'est elle qui l'a convoqué, mais en vérité, Atu n'a aucune idée de ce qui se passe non plus. Elle est apparue soudainement au milieu de la forêt, mais elle est sûre que cet endroit n'est pas l'au-delà. Si elle devait deviner, elle dirait que ce monde est similaire à celui des nations éternelles, mais il n'y a aucun moyen d'en être sûr. Quoi qu'il en soit, Atu pense qu'il s'agit d'une grande opportunité et demande à Takuto s'il aimerait repartir à zéro avec elle en reconstruisant un nouveau royaume. Comme au bon vieux temps, Takuto aime l'idée et accepte de travailler avec elle, bien qu'il soit maintenant un peu gênant pour eux de se tenir l'un à côté de l'autre en personne. Leur première tâche est de découvrir où ils se trouvent. Takuto utilise sa magie pour invoquer un explorateur, mais en le voyant de près, il est repoussé par la laideur de la créature, mais il ne peut rien y faire. Après tout, sa civilisation, appelée Minogra, est connue pour régner sur les ténèbres et le mal. Leur stratégie initiale est d'éviter d'attirer trop d'attention afin de ne pas entrer dans un conflit avant d'être assez fort pour se défendre, et c'est là que l'insecte explorateur entre en scène. Takuto lui ordonne de parcourir la zone et de l'informer de tout ce qui est important. Au début, l'insecte reste là à le regarder, mais Atu lui rappelle fermement que Takuto est son commandant, et l'insecte part en courant pour remplir sa mission. Takuto est soulagé de constater qu'il peut toujours contrôler ses troupes dans ce monde, comme il le faisait dans le jeu. Il peut également voir en partie ce que l'insecte voit, ce qui devrait l'aider à savoir où il se trouve. En pensant aux prochaines étapes, Takuto réfléchit à ses 200 points de mana initiaux. Mais il a déjà dépensé 100 points pour invoquer l'explorateur, et maintenant le reste n'est plus que 100 points. Il prévoit de construire une colonie pour servir de base d'opération, ce qui lui coûtera 20 points de mana. Après cela, il ne lui restera plus beaucoup de mana pour travailler. Il voulait même créer un guerrier pour le protéger en cas d'attaque, mais ce n'est pas encore possible. Atu assure à Takuto qu'il n'a pas à s'inquiéter car elle se battra pour lui. Cependant, cela ne semble pas très rassurant, car pour le moment, elle n'a que la force d'une personne ordinaire, et en tant que membre de l'unité des héros, Atu deviendra plus puissante au fil du temps. Mais pour l'instant, elle ne peut pas faire grand-chose. L'insecte continue de se déplacer rapidement dans la forêt, et grâce à sa reconnaissance, Takuto commence à mieux comprendre le terrain. Il est surpris de constater que, bien que toute la zone soit une forêt, il n'a vu aucun animal ou monstre. Atu suppose que tous les animaux se cachent, car la forêt offre de nombreux endroits où se camoufler. Mais ce qui préoccupe Takuto, c'est que s'ils ne trouvent pas rapidement des animaux, ils devront probablement dépenser le peu de mana qu'ils ont pour se nourrir. Atu s'excuse auprès de Takuto, car elle se sent mal de ne pas être d'une grande aide. Mais il lui dit de ne pas s'inquiéter, car le simple fait de l'avoir à ses côtés lui remonte le moral. Atu est très heureuse d'entendre cela, et elle dit à Takuto qu'elle lui est très reconnaissante pour ses paroles aimables. Cependant, Takuto a encore du mal à s'habituer à l'expressivité de la jeune femme, maintenant qu'elle est devenue une vraie personne. À ce moment-là, l'explorateur trouve quelque chose d'intéressant. Il attire l'attention de Takuto et lui montre une colonie d'elfes noirs au milieu de la forêt. Ils ne sont pas loin de l'endroit où se trouve Takuto, et il semble qu'il y ait beaucoup d'elfes rassemblés là. Atu est soulagé de constater qu'il ne s'agit que d'elfes noirs, car ils ont tendance à pencher vers le mal neutre, ce qui signifie qu'ils ne seront pas nécessairement hostiles au royaume de Minogra. Cependant, Takuto pense toujours qu'il s'agit d'un gros problème, car il est possible qu'il n'y ait pas d'autres civilisations près de la sienne.
Son plan était d'éviter la guerre en restant caché le plus longtemps possible, mais ce ne sera pas possible avec les elfes noirs si proches. Atu suggère que tous deux quittent cet endroit et se dirigent vers un nouveau lieu, et Takuto est d'accord, puisqu'ils n'ont encore rien construit. Mais avant cela, il veut observer les elfes un peu plus et explorer les environs pour voir s'il y a quelque chose d'utile à proximité. Soudain, Atu sent la présence de quelqu'un à proximité. Takuto et elle se retournent et voient un groupe d'elfes noirs émerger de la forêt. Les elfes semblent aussi surpris qu'eux, car ils n'avaient aucune idée qu'il y avait d'autres personnes dans cette forêt. En fait, les elfes noirs ne sont venus ici que parce qu'ils ont été chassés de leur patrie. N'ayant nulle part où aller, ils ont été contraints de se réfugier dans cette forêt maudite. Le voyage est éprouvant pour les enfants elfes. À ce rythme, ils ne pourront pas résister longtemps. Un petit groupe a été envoyé à la recherche d'une source de nourriture, et le chef du groupe est sûr qu'il doit y avoir quelque chose de comestible ici, puisqu'il y a tant de végétation. Mais Zemio est très nerveuse. Elle a entendu des rumeurs sur une forêt dangereuse à la frontière, où un mâle ancien a été enfermé, et elle craint qu'il ne soit attaqué. Mais leur chef leur assure que ces rumeurs ne sont rien d'autre que des superstitions. Car s'il y avait vraiment un mâle ancien tapi dans cette forêt, les arbres ici ne pousseraient pas si bien. Bien qu'il ne puisse pas nier que la forêt le met vraiment mal à l'aise pour une raison ou une autre. C'est ainsi que l'elfe appelé Guide pose ses yeux sur Takuto, son cœur sombrant dans le désespoir, car ce qu'il voit devant lui est une manifestation du mal à l'état pur. Il veut fuir, mais craint de mettre en danger son peuple et lui-même. Il s'approche donc lentement du trône de Takuto et s'agenouille devant lui en signe de respect. Il se présente comme le chef des guerriers du clan des elfes et s'excuse d'être entré dans la forêt sans la permission de Takuto. Ato n'a aucune idée de la raison pour laquelle les elfes agissent avec tant de respect, mais il décide de suivre le mouvement et demande pourquoi les elfes ont envahi les terres de Takuto. Le guide commence à expliquer que son peuple vivait dans les plaines centrales et qu'il s'agissait d'une tribu pacifique. Mais Ato ne veut pas entendre toute l'histoire et demande au guide d'aller droit au but. Il s'excuse et explique rapidement que son clan a été persécuté et expulsé de ses terres et qu'il a été forcé de fuir dans cette forêt. Il ne comprend pas pourquoi son peuple a dû subir un traitement aussi cruel, car il n'a jamais rien fait de mal. Ils ont toujours cherché la paix, mais ont été attaqués et tués à cause des préjugés contre leur race. Takuto jette un coup d'œil au guide et se rend compte que l'elfe est très maigre. L'elfe explique que lui et son peuple ont à peine réussi à s'échapper pendant que leur village était détruit. Ils n'ont pas eu le temps de se ravitailler, et comme ils courent sans arrêt depuis des jours, ils n'ont pas eu l'occasion de chercher de la nourriture. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le guide et son équipe sont partis seuls, et cela fait 5 jours qu'aucun d'entre eux n'a mangé quoi que ce soit, et ils n'ont toujours pas eu la chance de trouver des plantes ou des animaux comestibles. Takuto a pitié d'eux et décide de les aider un peu. Il utilise une partie de son mana pour créer des pommes, et le guide est surpris de voir les pommes rouler sur le sol, car il n'a jamais rien vu de tel auparavant. Il hésite à les goûter, de peur de manquer de respect devant un être comme Takuto, mais les autres ont faim et s'en moquent. Ils croquent tous dans les pommes, et c'est la meilleure chose qu'ils aient goûté depuis longtemps. Takuto fait même pousser des poires pour que le groupe ait assez à manger, mais le guide est encore choqué par sa gentillesse et ne sait pas comment réagir. Atu lui crie qu'il est impoli de ne pas accepter la gentillesse que Takuto lui a si généreusement offerte. Il appuie ensuite sa tête contre le sol et dit qu'il apprécie profondément la générosité de Takuto. Cependant, il y a des enfants dans le camp qui sont beaucoup plus faibles à cause du manque de nourriture et qui mourront bientôt s'ils n'ont pas quelque chose à manger. Le guide demande donc la permission de rapporter cette nourriture à son clan et de la donner à ses enfants. Takuto est désolé pour les enfants qui souffrent et décide d'aller plus loin en créant une grande quantité de nourriture différente pour que le guide l'emporte avec lui. Bien qu'Atu n'approuve pas, car faire une telle chose lui coûterait beaucoup de mana. Les elfes sont complètement incrédules à la vue de tant de nourriture et sont encore plus choqués lorsque Takuto leur dit qu'ils peuvent tout avoir. Pendant des années, les elfes ont été opprimés et forcés de vivre dans l'ombre, et personne ne leur a jamais tendu la main de cette façon. Ils expriment leur profonde gratitude à Takuto et rapportent la nourriture au camp. Au camp, tous les elfes sont déjà sur le point d'abandonner, mais certains gardent l'espoir que le guide et les autres reviendront avec de la nourriture. À ce moment-là, tous les habitants du village sentent une odeur délicieuse dans l'air et se retournent pour regarder. À leur grande joie, ils aperçoivent le guide et les autres qui portent des sacs de nourriture sur leur dos. Tout le monde est soulagé de ne plus avoir à souffrir de la faim, et ils commencent à féliciter le guide d'avoir trouvé autant de nourriture, mais lorsqu'il lui demande où il l'a trouvé, il se contente de dire qu'il a eu de la chance en omettant les détails de sa rencontre avec Takuto. Plus tard dans la nuit, le guide regarde le feu, plongé dans ses pensées, lorsqu'il est soudain abordé par le chef du clan, appelé Moltar.
Il dit au chef des guerriers qu'il a fait du bon travail ce jour-là et que les fruits qu'il a trouvés sont extraordinaires, mais il se rend compte que le guide n'a pas l'air très content, alors il lui demande ce qui ne va pas. Après un bref silence, le guide explique qu'il a rencontré une entité légendaire au fin fond de la forêt et qu'il ne sait pas quoi en penser. Moltar demande de quelle légende il parle, et Emio mentionne quelque chose à propos d'un être puissant qui a été enfermé dans la forêt maudite. Moltar a déjà entendu parler de cette légende et est choqué d'apprendre que le guide a rencontré le roi de la ruine. Il explique que, selon la légende, lorsque le monde devient trop prospère, le roi de la ruine descend sur Terre pour tout détruire, obligeant toutes les civilisations à repartir de zéro. À vrai dire, Moltar ne peut pas garantir la véracité de la légende, mais il a tendance à y croire. Il demande au guide si l'être qu'il a rencontré s'est présenté comme le roi de la ruine, mais le guide ne se souvient pas qu'il ait dit une chose pareille. Cependant, étant donné son apparence effrayante, le titre de roi de la ruine lui conviendrait certainement. Moltar demande ensuite au guide s'il a parlé directement au roi de la ruine, mais le guide répond qu'il ne s'agissait pas vraiment d'une conversation. Le roi de la ruine n'a pas dit grand-chose pendant la réunion, mais une femme se trouvait à côté de lui et a parlé en son nom, et d'après la façon dont elle a décrit la situation, Moltar est absolument certain que cette entité est un signe de mauvaise nouvelle. Il demande alors au guide si, pour recevoir cette nourriture, il a dû faire quelque chose comme vendre son âme en échange. Le guide explique que le roi de la ruine n'a rien demandé en échange. Moltar trouve tout de même cela absurde, car quel genre d'être maléfique donne quelque chose gratuitement? Le guide ne sait pas non plus pourquoi il l'a fait, mais s'il devait deviner, il dirait que c'est par pitié. Il pense que le roi de la ruine a dû avoir pitié de la situation de leur clan et qu'il a fini par offrir son aide pour les sauver. Moltar est choqué d'entendre le guide parler du roi de la ruine comme de sa grâce, car il s'agit d'un titre réservé à un haut niveau de respect. Mais le guide n'y voit pas d'inconvénient, car il pense que Takuto est vraiment quelqu'un de respectable. Moltar n'en revient pas que le guide défende le roi de la ruine, et lui demande même s'il n'a pas été hypnotisé. Mais le guide réplique en disant que la seule raison pour laquelle ils peuvent se permettre de gaspiller de l'énergie à discuter est précisément la nourriture qu'ils ont reçue de ce soi-disant dieu maléfique. Et à ce moment-là, ce n'est pas comme s'ils pouvaient simplement refuser l'offre, car tout le monde est sur le point de mourir de faim. Qu'est-ce que Moltar voulait lui faire dire au juste? Moltar est conscient qu'il n'a pas le droit de juger la décision du guide de faire confiance au roi de la ruine, car dans les circonstances actuelles, c'était vraiment la meilleure option possible. Cependant, en tant qu'ancien de la tribu, il considère qu'il est de son devoir d'assurer la sécurité de tous. Il déclare donc qu'à partir de maintenant, c'est lui qui sera chargé de mener les négociations avec le roi de la ruine, car avec plus de 200 ans de vie, il pense qu'il sera capable de s'entendre avec cet être. Pendant ce temps, au camp de Takuto, Atu le réprimande pour avoir négligemment gaspillé du mana dans des actes de charité. Elle lui demande pourquoi il a fait une telle chose, mais Takuto lui répond qu'il a eu pitié des elfes et qu'il ne voulait pas laisser les enfants souffrir de la faim. Atu dit qu'elle comprend, mais rappelle à Takuto qu'il commence à peine à s'établir dans le royaume et qu'ils ne peuvent pas gaspiller les ressources de la sorte. Elle a tout à fait raison et Takuto s'excuse de ne pas l'avoir consulté avant d'utiliser son mana. Il lui promet de se rattraper. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose qui le tracasse depuis longtemps. Il n'a pas pu parler correctement aux elfes lorsqu'ils se sont présentés, car il était très nerveux. Atu est surprise d'entendre cela, car elle pensait que Takuto faisait exprès de jouer le rôle de souverain. Mais en fait, il est juste socialement maladroit. C'est alors que l'insecte explorateur revient et informe Takuto que les elfes s'approchent à nouveau de la région. Takuto et Atu sont surpris par leur retour. Takuto se souvient qu'il leur avait donné trop de nourriture, plus qu'ils ne pouvaient emporter la dernière fois, et il suppose qu'ils reviennent pour prendre le reste. Le fait que des cultures différentes vivent à proximité l'une de l'autre provoquera inévitablement des conflits à un moment ou à un autre, et c'est exactement la raison pour laquelle Takuto aimerait vraiment que les elfes prennent la nourriture et s'en aillent tout de suite. Il pourrait simplement leur ordonner de quitter la forêt, mais cela nécessiterait de tenir une conversation avec quelqu'un d'autre qu'Atu, et cela dépasse déjà largement les compétences sociales de Takuto. Atu se rend compte que Takuto est gêné par la situation et a une idée. Elle lui propose de prendre en charge toutes les négociations à sa place. Ainsi, Takuto donnera l'impression d'être un roi mystérieux et digne, plutôt qu'un adolescent socialement maladroit. Il aime l'idée, mais demande si c'est vraiment bien de la laisser parler à sa place. Atu répond rapidement qu'elle est toujours heureuse d'aider et qu'elle n'a aucun problème à être la voix de Takuto. Peu après, Moltar et le guide arrivent et s'agenouillent devant Takuto.
Tout d'abord, Moltar se présente comme le chef de la tribu des elfes et exprime sa profonde gratitude à Takuto pour avoir fourni la nourriture dont son peuple avait si désespérément besoin. Il demande ensuite à connaître le nom de son bienfaiteur afin de pouvoir le remercier comme il se doit. Après une brève pause pour vérifier avec Takuto, Atu annonce qu'ils sont en présence du roi de la ruine, appelé Ira Takuto. Le guide est stupéfait de réaliser que Takuto est en fait le légendaire roi de la ruine, mais il sait qu'il ne faut pas être impoli. Moltar remercie donc une nouvelle fois Takuto pour sa générosité à leur égard. Takuto est soulagé de voir que les négociations se sont bien déroulées jusqu'à présent, et comme il n'y a pas de conflit avec les elfes, il leur dit simplement de prendre la nourriture et de s'en aller. Le guide et Moltar sont choqués d'entendre cela, car ils étaient tout à fait prêts à payer un prix élevé en échange de l'aide qu'ils avaient reçue du roi de la ruine. Ils demandent à Atu s'ils peuvent partir sans rien offrir en retour, mais elle leur rappelle qu'ils n'ont rien à offrir. Moltar, cependant, n'aime pas l'idée de laisser une dette impayée, surtout avec quelqu'un d'aussi grand que le roi de la ruine, car il craint que cela ne leur coûte leur âme à l'avenir, mais il n'ose pas le dire à voix haute. Takuto se rend compte que l'atmosphère est soudainement devenue tendue et il appelle Atu pour parler en privé. Atu est vraiment agacé par l'entêtement de Moltar et il est convaincu que s'il laisse les elfes seuls, ils finiront par leur causer des problèmes à l'avenir. Atu suggère donc froidement de tuer tous les elfes et de passer à autre chose. Cependant, Takuto espérait en fait construire une relation mutuellement bénéfique avec eux. Il s'est rendu compte que Moltar n'était pas très à l'aise à l'idée de recevoir de l'aide gratuitement, surtout de la part de quelqu'un connu sous le nom de roi de la ruine. Il a donc suggéré qu'il demande une compensation raisonnable pour calmer la nervosité du chef des elfes. Atu pensa que c'était une bonne idée et transmit la décision de Takuto aux elfes. Moltar semblait soulagé, mais Atu réfléchissait encore à ce qu'il fallait demander comme compensation. Elle se tourna alors vers Takuto, qui lui conseilla de demander des informations sur le monde extérieur. Suivant les instructions, Atu dit à Moltar qu'en guise de paiement, il devrait fournir à Takuto tout ce qu'il savait sur les terres situées en dehors de la forêt. Moltar répondit qu'il serait plus qu'heureux de répondre à cette demande. Cependant, Atu ajouta que dès qu'il aurait fini de fournir les informations, lui et son peuple devraient quitter la forêt immédiatement. Cette demande fit hésiter Moltar, car cela signifierait que les elfes seraient à nouveau forcés d'errer dans le monde sans foyer. Il demanda à Takuto la permission de rester dans la forêt, mais Atu refusa rapidement cette proposition, disant que s'il tenait à sa vie, il valait mieux ne révéler la présence de Takuto à personne. Le guide s'apprêtait à protester, expliquant que le clan elfique ne survivrait pas s'ils étaient expulsés de là. Mais Moltar l'interrompit, comprenant qu'il ne pouvait pas risquer de fâcher le roi de la ruine. Ils se levèrent donc tous les deux et commencèrent à s'éloigner, et en regardant les elfes partir, Takuto se demanda si c'était vraiment bien, car il ne voulait pas forcer les elfes à souffrir davantage. C'est alors qu'il eut une brillante idée. Il les rappela et leur demanda s'ils ne voulaient pas devenir ses citoyens. La proposition était tellement inattendue que les deux restèrent sans voix, incapables de formuler une réponse immédiate. Même Atu était incrédule face à ce que Takuto venait de dire. Elle demanda alors une autre conversation privée et lui demanda pourquoi il faisait une telle proposition. Takuto expliqua qu'il envisageait de recruter les elfes en utilisant le système des réfugiés. En entendant cela, Atu reconnut qu'en y regardant de plus près, ce n'était pas une mauvaise option. Les elfes ne sont ni bons ni mauvais à l'origine, il n'aurait donc pas de conflit majeur avec le royaume maléfique de Takuto. De plus, dans le jeu, les principaux citoyens de Minogra étaient des homoncules. Et soyons honnêtes, Takuto n'a pas envie de passer le reste de sa vie à regarder ces créatures. Takuto demande à Atu si elle aimerait vraiment vivre dans un royaume où il n'y a que des créatures de ce genre, faisant référence aux homoncules et autres êtres désagréables. Atu est convaincue et soutient l'idée. Elle appelle alors les deux elfes et leur dit que s'ils acceptent de devenir citoyens de Minogra, ils seront sous la protection du roi de la ruine. Moltar demande ce que cela signifie pour eux, et Atu répond sans détour que dès que les elfes rejoindront Minogra, ils seront officiellement considérés comme maléfiques. Elle précise que la décision de rejoindre ou non Minogra leur appartient entièrement, mais leur assure que s'ils acceptent, ils pourront au moins vivre une vie plus intéressante. Quelque temps plus tard, Takuto et Atu se rendent au camp des elfes, car ils ont finalement pris leur décision. Atu est un peu contrarié par le temps qu'il leur a fallu pour se mettre d'accord, alors que Takuto, lui, s'attendait à ce que cela prenne du temps. Surtout après qu'Atu leur a dit qu'ils deviendraient méchants lorsqu'ils arriveront au camp, Moltar annonce à tout le monde que leur nouveau roi est arrivé. Immédiatement,
tout le monde s'agenouille et fait place à Takuto pour avancer vers le trône improvisé qu'ils lui ont fabriqué. Certains elfes sont terrifiés à l'idée de le voir pour la première fois, tandis que d'autres semblent excités. Cependant, ceux qui s'approchent trop près finissent par s'évanouir à cause de l'immense énergie noire qui émane de lui. Le guide prévient tout le monde de ne pas regarder directement Takuto, ce qui pourrait être interprété comme un manque de respect. Mais Takuto n'en a cure. Dès qu'il s'assoit sur le trône et que tous les elfes sont réunis, il déclare officiellement que toutes les personnes présentes deviendront des citoyens de Minogra à partir de ce jour, et c'est à peu près tout. Désormais, tous les elfes sont officiellement les sujets de Takuto. Cependant, le guide s'attendait à quelque chose de plus élaboré, puisque Latu avait dit qu'il deviendrait maléfique. Mais à ce moment-là, une immense vague de haine commence à parcourir le corps du guide, alors qu'il se souvient de toutes les injustices que lui et son peuple ont subies. Il en va de même pour tous les autres membres du clan elfique. Ils se souviennent tous des persécutions qu'ils ont subies et se sentent soulagés et même excités d'avoir quelqu'un comme Takuto qui veille sur eux. Quelques jours passent dans le nouveau royaume de Minogra, mais les choses ne vont pas bien pour Takuto. Il examine la carte que Moltar lui a remise et devient extrêmement frustré. C'était de loin le pire scénario qu'il ait jamais reçu comme point de départ. Atu lui demande ce qui ne va pas, et il montre la carte en expliquant qu'au nord de cette forêt se trouve le royaume sacré de Kolia, qui vénère le dieu Arlu, ainsi que le royaume elfique de Diana, qui vénère la nature. Ces deux royaumes sont fortement alliés au bien, et si l'un d'eux découvre l'existence de la nation maléfique de Minogra, Takuto et Atu seront perdus. Il n'y a absolument aucune chance qu'ils puissent vaincre des nations aussi puissantes que celle-ci, et pour ne rien arranger, cette forêt maudite n'avait pas la moindre ressource utilisable. La difficulté de leur situation est tout simplement injuste. D'un autre côté, il y a un point positif. Ils peuvent désormais compter sur les elfes, ce qui leur permet de compenser certaines des faiblesses actuelles du royaume. En parlant d'eux, Atu se rendit compte qu'un groupe d'entre eux approchait, et elle se réjouit qu'ils puissent apporter de précieuses informations. Peu après, Moltar et le guide arrivèrent, accompagnés cette fois d'Émile. Le guide expliqua qu'Émile était très intelligente et qu'elle avait une grande connaissance des traditions, des légendes et des affaires internationales, et qu'il était sûr qu'elle pourrait être d'une grande aide pour les plans de Takuto. Takuto était heureux de ce renfort, mais il se rendit compte que tout le monde était encore assez nerveux en sa présence. Il demanda donc à Atu de dire à tout le monde qu'il n'avait pas besoin d'agir de manière aussi formelle. Atu les informa que Takuto avait pris d'importantes décisions concernant l'administration de Minogra. À partir de ce jour, le Moltar et le guide seraient nommés à des postes clés du royaume. Le Moltar serait chargé de gérer les affaires administratives, et d'après ce qu'Atu avait entendu, il devrait être capable d'utiliser la magie. C'est une des raisons pour lesquelles elle attend beaucoup de lui. Le guide, quant à lui, serait nommé capitaine de guerre de toute l'armée Minogra, avec pleine autorité sur toutes les troupes. Le guide s'est senti très honoré et a promis de massacrer sans hésitation tous ceux qui oseraient se mettre en travers du chemin de Takuto. Takuto, cependant, était un peu mal à l'aise avec l'air sérieux du guide lorsqu'il disait cela et demanda à Atu de dire à tout le monde qu'il préférait maintenir la paix, car les conflits ne devraient être initiés que s'ils sont absolument nécessaires. Le guide fut incrédule à l'idée que le roi de la ruine soit un pacifiste, mais n'insista pas. Atu demanda ensuite à tout le monde de se reposer pour le moment, car ils allaient bientôt commencer à construire des maisons dans la forêt. Moltar les remercia pour leur considération et tenta de faire valoir son point de vue en disant que les connaissances qu'il possédait le rendraient bien plus utile qu'un brutamonte, et quand il disait brutamonte, il se référait au guide. Cependant, le guide répliqua en disant qu'un vieil homme comme Moltar n'aiderait pas beaucoup à la construction de toute façon. Atu n'était pas particulièrement intéressée par leur dispute, mais elle se rendit compte qu'ils étaient tous deux impatients de commencer, et elle demanda à Takuto si elle pouvait ordonner que la construction commence immédiatement. Takuto ne vit pas le problème et l'autorisa, tout en précisant qu'il souhaitait que les matériaux soient collectés sans détruire la forêt. Atu trouva l'idée excellente et demanda à Moltar si c'était possible. Celui-ci répondit par l'affirmative, surtout si la plupart des maisons étaient construites avec les arbres creux géants. Takuto apprécia la solution et leur demanda de commencer dès que possible, en leur rappelant de reboiser au fur et à mesure. Ils se préparèrent tous les trois à commencer, mais ils étaient confus car ils n'étaient pas sûrs de ce que Takuto entendait par reboisement. Cela surprit Takuto, car d'après ce qu'il savait, les habitants de ce monde devaient déjà avoir débloqué la technologie de l'architecture fortifiée. Atu demanda alors s'il connaissait au moins la magie de niveau militaire ou les 6 grands éléments. Mais Moltar a répondu qu'il n'avait entendu parler que des 4 grands éléments. Et pour ce qui est de la magie militaire,
Émile doutait que les autres nations la connaissent. Takuto et Atu se sont donc rendus compte que les peuples de ce monde sont étonnamment peu développés. La technologie magique des elfes est bien inférieure à ce à quoi Takuto s'attendait. Cependant, si le reste du monde est similaire en termes de développement, Takuto pense qu'il pourra bientôt les rattraper, mais ce sera pour un futur lointain. Pour l'instant, Atu décide d'expliquer ce qu'est la reforestation. En gros, il s'agit de replanter des arbres au fur et à mesure qu'on en coupe d'autres, afin de maintenir la forêt en bonne santé. Normalement, les arbres mettent des dizaines d'années à pousser naturellement. Mais dans ce cas, le terme de reboisement fait référence à une technique spéciale qui utilise des éléments magiques pour accélérer la croissance. Elle prétend qu'il s'agit d'une technique créée personnellement par Takuto, ce qui est un gros mensonge, puisqu'il n'a rien inventé. Mais il serait extrêmement embarrassant de dire la vérité à ce moment-là. Emio est ravi que Takuto ait des connaissances aussi impressionnantes. Elle lui demande s'il est aussi à l'origine des pommes et des raisins qu'il leur a donnés, et elle ajoute qu'elle a planté des pépins de raisin et qu'ils ont déjà commencé à germer, et qu'elle a hâte de voir à quoi ils ressembleront quand ils seront grands. Au même moment, Takuto et Atu se taisent lorsqu'ils apprennent qu'Emio a planté un pépin de raisin, car cela ne leur avait même pas traversé l'esprit. Les fruits comme le raisin et les pommes n'existent tout simplement pas dans ce monde, ou du moins ils n'existaient pas jusqu'à présent. Takuto a réussi à les créer en utilisant sa capacité de production d'urgence, et si son hypothèse est correcte, cette capacité n'est pas limitée à la création de nourriture. Pour le tester, il invoque une pièce de monnaie et comme il s'y attendait, l'expérience fonctionne parfaitement. Ainsi, avec cette nouvelle découverte, tant qu'il a assez de mana, Takuto peut créer pratiquement n'importe quoi, de la poudre à canon aux métaux de base, et même de l'essence, de sorte que la conquête du monde n'est peut-être pas aussi difficile qu'il l'avait imaginé. Pendant ce temps, le Saint-Empire a détecté des signes d'une présence obscure dans la forêt, et Saint Solina, accompagné d'un évêque et de quelques chevaliers, est envoyé pour enquêter. Les chevaliers ont entendu des histoires sur les pouvoirs spéciaux de la Sainte, mais d'après ce qu'ils ont vu jusqu'à présent, elle semble n'être qu'une fille ordinaire. Mais lorsqu'ils tombent sur un groupe de gobelins, elle démontre exactement pourquoi elle est si respectée au sein de l'Église. Selon la doctrine qu'elle suit, les créatures telles que les gobelins sont considérées comme des parasites à éradiquer. D'un simple coup de baguette, Solina les incinère tous dans un éclair de flammes sacrées. Tous les chevaliers sont abasourdis par ce qu'ils viennent de voir. Le cardinal explique alors que c'est en partie grâce à la capacité de Solina que l'Empire a pu maintenir la paix avec les elfes et que c'est grâce à son pouvoir qu'ils ont repoussé divers maux, son pouvoir étant la raison pour laquelle elle est vénérée comme l'une des 7 grandes saintes du continent. Solina demande à la cathédrale s'il y a du nouveau sur le présage qu'elle a perçu dans les terres maudites, mais il répond qu'il ne peut pas envoyer des paladins pour enquêter dans cette région. Dans leur nation, s'intéresser au sud est considéré comme absurde et l'Église centrale n'autoriserait jamais l'utilisation de paladins pour une telle mission sans une justification très solide. Solina déclare que s'il n'est pas disposé à envoyer des paladins, elle enquêtera de son côté. Mais le cardinal l'en empêche, affirmant qu'en tant que sainte, toute action de sa part affecte directement la réputation de l'Église. Se rendant compte que Solina n'abandonnera pas, il promet d'envoyer quelques-unes de ses troupes personnelles pour enquêter. Mais en partant, il se plaint et maudit Solina d'être une personne si difficile à traiter. Pendant ce temps, à Minogra, tous les elfes ont travaillé dur pour construire la salle du trône. Takuto est très heureux, car il n'aura plus à dormir dehors et son royaume fait un pas de plus vers la domination du monde. C'est alors que les administrateurs de Takuto arrivent, car une réunion sur les affaires internes du royaume est prévue pour aujourd'hui. Ils apportent de bonnes nouvelles à Takuto. Ils ont finalisé la conception des nouveaux vêtements qu'il avait demandé. Takuto en est d'autant plus heureux qu'il en avait assez de porter constamment son pyjama. Atoll et les autres sont heureux de voir que Takuto aime tant ses nouveaux vêtements. Mais ils se souviennent qu'ils ont des affaires urgentes à régler et qu'il est temps de commencer la réunion. Cependant, Takuto semble un peu distrait, admirant son nouveau look, et Atoll suggère qu'il commence sans lui. Le premier à prendre la parole est Moutard, qui demande à Atoll quels bâtiments doivent commencer à être construits, car à part la salle du trône, pratiquement rien n'a été fait. Les travaux préparatoires ont déjà commencé, ils ont nivelé le sol, épargné les branches voisines, mais aucune construction substantielle n'a été entamée. Atoll répond qu'il devrait commencer par mettre en place une production de nourriture, car nourrir le peuple est la priorité absolue. Moutard demande pourquoi il devrait s'inquiéter, puisque Takuto peut créer de la nourriture avec son pouvoir. Mais Atoll les prévient qu'ils ne peuvent pas continuer à dépendre de Takuto pour produire de la nourriture. Car si un jour il n'est plus là, que feront-ils tous? Moltar admet qu'elle a raison. Alors Atul dit qu'ils doivent commencer immédiatement. Puis elle sort un objet étrange de sa poche.
Moltar est horrifié par ce qu'il voit et demande ce que c'est. Atul explique qu'il s'agit d'un arbre à viande, ce qui ne semble pas bon du tout. Il s'agit d'un type d'arbre spécial qui produit une viande mystérieuse ayant le même goût que la chair humaine. Atul déclare qu'il s'agit de la première étape du plan de production de nourriture. Cependant, Moltar, le guide et Emile conviennent que la plupart des gens ne voudront pas manger quelque chose qui a le goût de la chair humaine. Mais Atul promet qu'à l'avenir, ils auront d'autres sources de nourriture. Mais pour l'instant, ils auront besoin d'un endroit pour stocker la viande de cet arbre et Emile propose de travailler à la construction d'un entrepôt pour cela. Comme si cela n'était pas assez étrange, l'arbre à viande parle aussi, pour une raison quelconque. Le prochain point à l'ordre du jour est la recherche, car elle sera essentielle pour obtenir les dernières technologies afin de progresser rapidement. Moltar demande à Atul quel type de technologie il devrait privilégier dans leur recherche, et elle répond que la priorité devrait être la technologie magique, et plus précisément la magie militaire. La magie ordinaire permet d'attaquer une dizaine d'ennemis en même temps, ce que Moltar sait déjà faire. Mais la magie militaire est d'un autre niveau, elle permet d'attaquer des milliers d'ennemis en même temps, et même de modifier le terrain pour créer des avantages stratégiques. Moltar est stupéfait de découvrir qu'une telle magie existe, il est impatient d'en savoir plus. Il déclare qu'il se chargera lui-même de la recherche. Le guide propose immédiatement de mobiliser une armée. Mais Takuto l'interrompt et dit qu'il ne veut pas trop s'investir là-dedans pour l'instant, et il explique que les armées ne produisent rien, qu'elles consomment des ressources, et que pour l'instant, Minogra n'a pas assez de ressources pour soutenir les forces armées. D'ailleurs, même s'ils avaient une armée, elle serait loin d'être assez puissante pour vaincre n'importe quelle nation. Et cela ne servirait à rien. Le guide proteste en disant qu'au train où vont les choses, ils ne seront pas en mesure de protéger Takuto s'ils sont attaqués, et que pour couronner le tout, Moltar et lui-même ont des primes sur leur tête en tant que chef du clan des Elfes Noirs, ce qui signifie qu'ils peuvent être pourchassés à tout moment. Face à cette situation, Takuto reconnaît que négliger complètement la défense serait une mauvaise idée, mais il ne veut pas pour autant consacrer toutes ses ressources à la construction d'une armée et décide de créer un héros à la place. Atul approuve immédiatement, expliquant que malgré le coût élevé de la production d'un héros, il est beaucoup plus facile de soutenir une seule personne puissante qu'une armée entière. Moltar et le guide sont perplexes et demandent à Atul de préciser ce qu'elle entend par héros. Elle explique qu'il y a plusieurs héros à Minogra qui servent directement le roi. Tous sont extrêmement puissants et ont des capacités spéciales uniques, mais ils ont aussi tendance à être quelque peu excentriques, ce qui peut rendre la vie avec eux parfois irritante. Il y a plusieurs conditions à remplir pour invoquer un héros, mais au vu des progrès actuels, il devrait être possible de le faire bientôt. En outre, l'invocation d'un héros n'attirera pas autant l'attention que la création d'une armée entière, ce qui permettra à Minogra de rester caché. Avec cela, tous les soucis concernant les affaires internes sont momentanément résolus. Pour Takuto, le bonheur des citoyens de Minogra est extrêmement important, car plus ils sont heureux, plus il peut générer de mana. Pendant ce temps, dans l'Empire, le jeune paladin Lorn prie dans la cathédrale. Lorsque le paladin vétéran, Erdel, s'approche de lui pour discuter, Lorn lui demande de parler moins fort, car il s'agit d'un lieu sacré. Mais Erdel insiste en disant qu'il voulait juste avoir une discussion amicale. Après tout, ils ont tous les deux été affectés à la recherche, et il est presque l'heure pour eux de partir. Alors qu'il se lève, Lorn est observé par Erdel, qui remarque une alliance à sa main et fait remarquer qu'il doit avoir une famille qui l'attend. Erdel s'enquiert de sa femme et de sa fille, et Lorn révèle que sa femme s'appelle Marcia et sa fille Mina, mais précise que sa vie personnelle n'a rien à voir avec la mission et qu'il n'a pas l'intention d'en parler beaucoup. Lorn avait entendu des rumeurs selon lesquelles Erdel était grossier et sans manière, et il se rend compte que ces rumeurs sont en partie vraies. Cependant, il reconnaît qu'Erdel n'est pas une mauvaise personne et que ses compétences en tant que paladin sont impressionnantes. Erdel commence à se plaindre d'avoir été affecté à une mission aussi inutile, mais Lorn lui rappelle qu'elle est basée sur une révélation de Sainte Solina et qu'elle doit donc être prise au sérieux. Malgré tout, Erdel trouve étrange que l'équipe soit si restreinte. Il n'y a que 2 paladins, et le reste du groupe est composé de mercenaires engagés pour combler les lacunes. Cette mission ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices, d'autant plus qu'il s'agit d'explorer la forêt au sud. Erdel veut donc en finir rapidement avec cette mission et rentrer chez elle. Pendant ce temps, à Minogra, les travaux de construction vont bon train. L'endroit commence enfin à ressembler à une véritable civilisation. Et les elfes noirs ne semblent plus gênés par les arbres à viande. Takuto est enthousiaste, car voir tout cela en personne est une expérience complètement différente de celle qu'il a vécue en jouant dans le monde virtuel. Emile lui fait faire un petit tour et lui montre le quartier résidentiel,
qui est principalement composée de maisons à la cime des arbres. Elle explique qu'elle n'a pas eu beaucoup de temps pour travailler sur les maisons, car elle s'est concentrée sur la production de nourriture. Mais les arbres à viande poussent bien et le magasin de nourriture devrait bientôt être achevé. Pendant ce temps, Mortar travaille sur ses recherches magiques à l'Institut de magie qu'il a créé, avec la participation de plusieurs citoyens doués dans l'art des arcanes. De plus, ils ont découvert une source à proximité, garantissant l'approvisionnement en eau potable. Enfin, Émile montre le bâtiment destiné à accueillir le bureau public, où se tiendront les réunions administratives de Minogra. Émile commente qu'il aurait aimé faire un bâtiment un peu plus sophistiqué, mais qu'avec les ressources actuelles, c'était le meilleur résultat possible. Takuto se réjouit de l'esprit d'initiative d'Émile, qui s'acquitte très bien de ses responsabilités. Il est également heureux de constater que les elfes noirs, qui étaient au bord de la mort lorsqu'ils se sont rencontrés, sont maintenant pleins de vitalité. Cependant, Émile devient nerveuse, car elle n'arrive pas à interpréter les pensées de Takuto. Finalement, elle lui demande s'il est satisfait de son travail jusqu'à présent, et Takuto répond qu'elle a fait un excellent travail et qu'il est très heureux de l'avoir comme citoyenne de Minogra. Recevoir un tel éloge de sa part pour Émile est le meilleur cadeau possible, à tel point qu'elle en pleure de bonheur. Après s'être ressaisie, Émile emmène Takuto à la ferme des arbres à viande. Les travaux avancent bien grâce à tout le matériel agricole qu'il a fourni. Cependant, Émile n'est toujours pas à l'aise avec ces étranges arbres qui parlent, alors elle décide de changer de sujet et de lui montrer la source d'eau qu'elle a trouvée. Elle guide Takuto et Atu dans la forêt, mais pour une raison inconnue, le paysage semble différent de celui d'avant. Lorsqu'ils atteignent la source, Émile est horrifié de voir que l'eau est devenue complètement trouble. Moltar et le guide apparaissent bientôt, ayant appris qu'Émile voulait construire un archeduc à la source. Mais maintenant, avec l'eau dans cet état, ils pensent qu'ils ne pourront plus l'utiliser. Cependant, alors que l'espoir commence à s'évanouir, Atu affirme que l'eau est encore parfaitement sûre, et pour le prouver, elle s'accroupit et boit une gorgée, et tout le monde est choqué par le risque qu'elle ait disparu, mais elle leur demande de respirer profondément. Et ce faisant, ils se rendent compte, étrangement, que l'air semble meilleur que d'habitude. Atu explique que c'est l'un des avantages de la nation maléfique de Minogra. Toutes les terres proches du royaume deviennent des terres maudites, qui accordent des bonus aux créatures maléfiques et des malus aux créatures neutres ou d'alignement bon. Ainsi, même si l'eau, l'air et le sol semblent sombres et mortels, les citoyens maléfiques de Minogra ne subissent aucun effet négatif. Mais il y a un petit problème. Une forêt maudite est assez frappante, et elle met fin à la stratégie consistant à rester caché. Tant que la zone maudite est petite, il n'y a pas beaucoup de risques, mais au fur et à mesure que Minogra s'étend, il devient plus facile pour les ennemis de découvrir votre position. C'est pourquoi le guide et le Mouldé suggèrent de commencer à former une armée. Tosh, quant à lui, estime qu'il n'est pas nécessaire de former une armée, car un seul héros suffit amplement à faire face à la menace initiale. Comme Mouldé et le guide n'ont toujours pas la moindre idée de ce dont un héros est capable, Tosh décide de faire une démonstration. Des tentacules sortent alors de son dos et, en un instant, elle abat tous les arbres environnants. Incrédule devant ce qu'ils viennent de voir, Tosh leur révèle qu'elle est elle aussi une héroïne. Elle explique que depuis son arrivée dans ce monde, elle a progressivement retrouvé sa force, même si elle est encore loin d'être au sommet de ses capacités. Le fait est que les héros sont incroyablement forts et qu'ils deviennent encore plus puissants avec le temps. Ainsi, tant qu'ils ne sont pas confrontés à des menaces sérieuses, Takuto pense qu'ils sont en sécurité. Malgré tout, il est un peu contrarié par Tosh qui a détruit ses arbres pour prouver sa force. Le Mouldé et le guide, quant à eux, sont stupéfaits par la puissance de Takuto et veulent construire un palais digne de sa majesté. Takuto considère que c'est un gaspillage de ressources, mais les trois, le mouleur, le guide et le mille, insistent, disant qu'il serait inconcevable pour eux, en tant que citoyens, de le laisser sans château. Tosh dit à Takuto que puisqu'ils prennent la chose au sérieux, il serait peut-être préférable d'exaucer leurs souhaits. Takuto admet qu'un palais serait intéressant, et comme il a rêvé de construire un jour un château flottant, il décide qu'il peut commencer à le planifier, puisque tout va si bien. Mais à son insu, les paladins continuent d'avancer lentement vers le continent noir, et un affrontement est inévitable lorsqu'ils découvrent Minogra. En chemin, Erdel félicite Lorne d'avoir réussi à engager autant de mercenaires. Lorne répond que cela n'a pas été facile, d'autant plus que la plupart des mercenaires de la région se trouvent actuellement dans le nord, car un groupe de barbares est soudainement apparu dans la province centrale et a commencé à piller les villages environnants. Santa Solina et son armée ont été envoyés pour s'en occuper, mais la situation reste grave. L'un des mercenaires déclare qu'il est heureux de ne pas être dans le nord à affronter les barbares, mais un autre dit que cela vaut peut-être la peine, car il a entendu dire que la paix y est excellente. Cependant, des rumeurs circulent également sur le fait qu'une sorcière a été repérée dans la région, et personne ne semble intéressé par une telle entreprise.
Erdel dit qu'il est inutile d'en parler maintenant, car qu'il s'agisse d'une vraie sorcière du Nord ou non, il n'y a aucune chance qu'il la trouve, puisque le groupe se dirige vers les terres maudites au sud, et ils arrivent donc dans une ville voisine pour y passer la nuit. Au cours du dîner, Lan commence à demander au mercenaire Bargo plus de détails sur la sorcière qu'il a mentionnée plus tôt. Bargo répond que ce n'est qu'une rumeur qu'il a entendue, que dans ces rumeurs il était dit qu'une sorcière était responsable de tout le chaos dans le Nord, mais Lan trouve l'idée absurde, puisqu'il ne croit pas qu'une seule personne puisse causer tout cela, surtout avec Saint-Solina envoyé pour gérer la situation. Bargo reconnaît que l'idée est peu probable et dit qu'il n'y croit pas personnellement, mais il souligne qu'il vaut mieux prévenir que guérir, car affronter une vraie sorcière peut être extrêmement dangereux. Changeant de sujet pour un autre danger, Bargo trouve étrange que le royaume ait envoyé 2 chevaliers sacrés avec une telle urgence, d'autant plus que la destination est les terres maudites. Il demande alors à Erdel ce qu'ils vont exactement affronter là-bas, car si cela ressemblait à une sorcière, il abandonnerait tout de suite la mission. Erdel admet qu'il n'a pas reçu beaucoup de détails sur ce qu'ils allaient trouver dans la forêt, mais assure à Bargo qu'il ne devrait pas s'agir de quelque chose de trop grave. S'il devait deviner, il dirait que c'est lié aux elfes noirs qui se sont enfuis dans la forêt récemment. Le royaume veut probablement s'assurer qu'ils ne causent pas de problème. Il se trompe, mais Lorna et Bargo le croient complètement, car pour les habitants du royaume, les elfes noirs sont considérés comme de dangereux tueurs et utilisateurs de malédictions. Lorna craint que, si on les laisse faire, les elfes noirs ne se renforcent et n'attaquent un jour le royaume. Cependant, Erdel l'interrompt et lui dit que leur mission n'est qu'une enquête et que dès que les choses deviennent dangereuses ou violentes, ils se retirent. Bargo se rend compte que son chef est un homme raisonnable, car il ne veut pas participer à une tuerie, et encore moins se battre jusqu'à la fin de sa vie. Le chevalier blond veut vraiment se battre jusqu'à la fin de sa vie, pour accomplir son devoir, tandis que l'autre chevalier veut simplement faire ce qui doit être fait. Il demande au nouveau venu s'il a une femme et des enfants, et après avoir obtenu la réponse, il lui demande s'il veut vraiment participer à un combat jusqu'à la fin de sa vie, qu'il s'agisse de la sienne ou de celle de ses ennemis. Il lui rappelle également que même s'il n'a pas l'intention de revenir vivant, les autres mercenaires là-bas ont des familles qui aimeraient les revoir, alors à moins que ce ne soit absolument nécessaire, il ne mettra pas ses vies en danger. Blondie n'est pas d'accord avec l'idée d'épargner les elfes, mais il veut aussi revoir sa famille, alors il décide de suivre les instructions de son chef. Pendant ce temps, à Minogra, Takuto convoque tous les citoyens à un endroit précis parce qu'il veut qu'ils soient témoins de quelque chose. Tout le monde est confus de le voir debout à côté d'un tas de fruits d'arbres à viande, alors Takuto lève la main et commence à canaliser le mana dans le fruit. Tout le monde regarde anxieusement ce qui va se passer, et à la surprise générale, le tas de fruits se transforme sous leurs yeux en un insecte frappeur. Tout le monde est stupéfait, car Takuto a créé une nouvelle forme de vie d'un simple geste. Adol annonce que ce n'est qu'une fraction de ce dont Takuto est réellement capable, et que tout le monde devrait continuer à se consacrer à lui. Takuto retourne ensuite dans la salle du trône, soulagé que personne n'ait posé trop de questions sur la création de l'insecte éclaireur, puisqu'il n'en comprend pas lui-même le fonctionnement. Tua et lui ont simplement suivi la procédure du jeu pour le faire fonctionner. Mais en le voyant en direct, il est difficile de croire qu'il suffit d'injecter du mana dans une grappe de fruits pour générer une vie. Maintenant qu'ils ont confirmé qu'ils peuvent créer des soldats en toute sécurité, Tua dit qu'ils peuvent passer à la phase suivante du plan, la création d'un héros. Cela prendra un certain temps, car Takuto devra accumuler suffisamment de mana pour achever le rituel, mais une fois que ce sera fait, ils deviendront pratiquement inarrêtables. Tua est enthousiaste et demande à Takuto quel héros il veut invoquer en premier. Il répond que ce sera Isla, la reine des insectes, car c'est elle qui offre le plus d'avantages au début du jeu. Isla est capable d'augmenter la puissance de toutes les unités insectoïdes proches, transformant tous les insectes éclaireurs en combattants extrêmement efficaces. De plus, Isla peut produire des larves et des soldats pour aider au combat et à la construction, ce qui la rend idéale pour accélérer le développement de Minogra. Tua félicite Takuto pour sa bonne stratégie. En plus de ses capacités uniques, Isla est aussi la seule héroïne qui n'a pas de personnalité problématique. Les autres héros sont un peu bizarres. L'un est obsédé par la conquête du monde, tandis que l'autre veut voir le monde entier s'embraser. Takuto préfère ne pas s'en préoccuper pour l'instant, même s'il reconnaît que ces deux-là sont également extrêmement puissants et qu'il devra tôt ou tard les invoquer. Takuto espère simplement que lorsqu'il invoquera enfin les autres héros, ils ne causeront pas trop de problèmes, car son plus grand souhait est de mener une vie paisible dans ce monde. Pendant ce temps, le groupe de chevaliers sacrés et de mercenaires tombe sur le géant des collines en colère, et il ne sera pas facile de l'affronter. Lorna ordonne à tous les mercenaires de se préparer au combat, mais avant qu'il ne commence,
Erdel leur demande de se retirer et de le laisser s'en occuper seul. Lorna tente de protester, mais Erdel affirme qu'il sera plus rapide de résoudre le problème seul. Il dit aussi que personne n'a de temps à perdre ici, s'approche du géant et commence à réciter une prière. Pendant ce temps, Lorna explique aux mercenaires qu'Erdel utilise une technique secrète de Qualia qui lui permet d'imprégner ses attaques de puissance divine par le biais de prières. Le géant tente de frapper Erdel avec sa massue, mais celle-ci le coupe en deux sans difficulté. La puissance accordée par les arts divins varie d'un chevalier à l'autre, mais dans le cas d'un chevalier sacré de haut rang comme Erdel, sa force est comparable à celle d'un dragon de moindre importance. Le géant n'a donc aucune chance et est vaincu. Après la victoire, Lorna commence à louer la puissance d'Erdel et dit qu'avec lui dans l'équipe, ils seront capables de faire face à tous ceux qu'ils rencontreront dans la forêt noire. Cependant, Erdel ne semble pas aussi confiant et dit qu'ils ne peuvent être sûrs de rien pour l'instant. De retour à Minogra, Takuto savoure tranquillement un hamburger, mais Atu s'inquiète car il ne mange que de la malbouffe depuis son arrivée. Elle ne veut pas l'en empêcher, mais lui suggère de manger plus sainement. Takuto, cependant, se souvient qu'il a passé sa vie précédente à l'hôpital, ne mangeant que des aliments nutritifs sans saveur jusqu'à ce qu'il meure, et qu'il veut maintenant profiter de l'occasion pour manger quelque chose de vraiment savoureux. Il se souvient alors d'une chose importante et demande à Atu de convoquer Gia et Molta pour une réunion après le repas. Atu accepte, mais il est curieux de connaître le sujet. Takuto explique que grâce au bug d'éclaireur supplémentaire qu'il a reçu, il peut maintenant explorer une plus grande partie de la forêt et qu'il veut demander des conseils sur la façon de gérer ce qu'il a trouvé. Atu lui demande s'il parle du village situé à l'extérieur de la forêt et il confirme que sa principale préoccupation est qu'en raison de la proximité du village, ils découvriront tôt ou tard l'existence de Minogra. Heureusement, le village ne semble pas faire partie du saint royaume de Golia, ce qui laisse supposer qu'il est neutre et qu'il serait donc possible de négocier avec lui. Cependant, si quelqu'un d'extérieur se présentait, ce ne serait certainement pas pour une simple discussion. Takuto dit à Atu qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car rien ne prouve que quelqu'un connaisse leur existence. Atu l'avertit alors en plaisantant que ce genre de phrases ne finissent jamais bien pour notre héros, et les deux rient ensemble, jusqu'à ce que Takuto s'arrête brusquement lorsqu'il se rend compte que des gens sont bel et bien arrivés. Le pire, c'est qu'il semble s'agir d'un groupe de soldats armés, ce qui signifie qu'ils ne sont certainement pas venus pour discuter tranquillement. Takuto veut éviter d'attirer l'attention. Il demande donc à Atu d'aller s'occuper d'eux, en essayant d'abord une approche pacifique, mais en précisant qu'en cas d'échec, elle pourra utiliser toute la violence nécessaire. À l'extérieur de la forêt, l'expédition sacrée se prépare à entrer. Avant qu'ils ne puissent avancer, l'héritier remarque quelque chose d'étrange au-delà de la limite des arbres et demande à tout le monde de reculer. Quelques instants plus tard, Atu émerge des bois, vêtu d'une cape. Erdel et Lorne sont surpris de voir quelqu'un vivre là. Ils lui demandent de s'identifier, et Atu ment, disant qu'elle n'est qu'une humble elfe qui vit dans ces bois avec son peuple. Lorne, qui pense encore à tuer tous les elfes, s'apprête à la taquiner, mais Erdel l'interrompt et change de sujet. Il explique que lui et son groupe ne sont là que pour enquêter sur la forêt, et lui demande si elle accepterait de les laisser entrer. Atu refuse poliment, disant que les elfes noirs préfèrent ne pas voir leur nouvelle maison envahie sans raison. Le Lorne s'offusque, considérant qu'il est inacceptable qu'un simple elfe refuse une requête des saints hommes de Dieu. Mais Erdel lui dit de se taire à nouveau avant qu'il ne cause des ennuis. Bien que déjà méfiant, Erdel tente de persuader Atu de les laisser entrer, en lui parlant de la révélation divine reçue de Saint Solina, qui faisait état d'une grande calamité dans cette forêt. Lorne panique, se rappelant que les révélations divines sont des secrets nationaux et qu'Erdel vient de les partager avec un étranger. Il menace de le dénoncer dès leur retour au royaume, mais Erdel répond qu'il peut faire ce qu'il veut. Se tournant vers Atu, il lui demande à nouveau si elle est prête à laisser entrer le groupe, mais elle refuse toujours. Atu prétend qu'il n'est pas nécessaire de chercher quoi que ce soit dans la forêt, car il n'y a rien de dangereux ou de maléfique, ce qui est un mensonge flagrant. Erdel décide qu'il est inutile de discuter et ordonne à tout le monde de rentrer chez soi. Erdel n'est pas un idiot, c'est un homme d'expérience. Il sait très bien qu'Atu est extrêmement méfiante, qu'elle est pratiquement un être sombre jusqu'au bout des ongles. Il se rend compte qu'elle n'est qu'une seule personne et qu'elle a le courage de se présenter devant une armée entière. Le plus raisonnable est donc de ne pas lui chercher des noises, ce qui est plus sûr que de reculer et de réfléchir à une autre voie avant de prendre des décisions irréfléchies. Le problème, c'est que l'on est trop incapable de comprendre qu'il s'agit en fait d'une retraite tactique. Incapable d'accepter la décision d'Erdel, il l'accuse d'abandonner la mission et déclare qu'il lui retire toute son autorité. Il ordonne alors aux mercenaires de le suivre, car ils vont de toute façon enquêter dans la forêt.
Malheureusement, comme c'est Lorne qui a engagé le groupe, ils sont obligés de lui obéir. Lorne va encore plus loin. Il ordonne aux hommes de capturer Atu immédiatement, l'accusant d'avoir désobéi à ses ordres. Les mercenaires commencent à s'approcher, et malgré les avertissements d'Erdel, ils ne sont plus disposés à écouter. Atu est déçu que sa tentative de résoudre les choses pacifiquement ait échoué, même si elle a essayé si fort d'éviter le sang, mais maintenant il n'y a plus rien qu'elle puisse faire. Elle agit rapidement et, l'instant d'après, Lorne se réveille allongé sur le sol, couvert de sang, réalisant qu'Atu a finalement cessé de se retenir. Il est encore en vie, mais il n'en est pas de même pour le reste de ces mercenaires qui ont été anéantis. Erdel crie pour que quelqu'un envoie un rapport urgent au royaume, mais Bargo l'informe que tous les messagers ont déjà été éliminés par Atu. Les quelques mercenaires qui ont survécu n'ont aucune chance de traverser la forêt à temps, d'autant plus qu'elle est en mode attaque. N'ayant pas d'autre choix, il ordonne à tous de préparer leurs armes, car il va falloir se battre. Les mercenaires tirent une pluie de flèches, mais Atu les bloque facilement et s'en sort indemne. C'est exactement le genre de situation qu'Erdel voulait éviter, face à quelqu'un comme elle, et Atu est aussi déçu que lui. Elle lui fait comprendre que tout est de la faute de Lorne. S'il avait simplement accepté de partir, elle aurait laissé tout le monde s'en aller sans problème. Mais il a préféré agir en paladin de la justice, et maintenant le prix se paiera en vies humaines. Réalisant enfin l'ampleur de sa bévue, Lorne demande à Erdel s'il sait ce qu'est exactement Atu. Erdel admet qu'il s'en doutait depuis le début, c'est pourquoi il voulait éviter le combat. Mais en voyant sa vraie forme, il est maintenant certain qu'Atu est une sorcière. Dans le monde, une sorcière est considérée comme une créature de classe calamité, officiellement enregistrée comme une menace nationale. Elle est trop forte pour que les mercenaires ordinaires aient une chance, aussi Erdel leur ordonne-t-il à tous de reculer, ne laissant que Lorne et lui pour l'affronter. Ils avancent tous deux contre Atu, récitant des prières pour imprégner leurs attaques d'une puissance sacrée. Au début, elle ne les prend pas au sérieux et bloque leurs coups avec dédain, les traitant de faibles, mais à sa grande surprise, ils parviennent à trancher deux de ses puissantes griffes tentaculaires. Elle se rend vite compte que les attaques avec la magie sacrée lui infligent des dégâts supplémentaires. Erdel en conclut que s'il coupe tous les tentacules, Atu sera sans défense. Elle n'a évidemment pas l'intention de se laisser faire et utilise deux mercenaires survivants comme boucliers humains pour les forcer à s'arrêter. Mais Erdel leur dit que s'ils ne l'achèvent pas tout de suite, il est possible qu'elle menace leur royaume à l'avenir et que pour le bien de la nation, des sacrifices seront nécessaires. Lorne accepte à contre-cœur. Les deux avancent à nouveau et coupent non seulement les otages, mais aussi les derniers tentacules. Atu fait mine de s'étonner de la facilité avec laquelle ils ont sacrifié leurs alliés. Pendant un instant, elle a eu l'impression d'être en difficulté, mais ce n'était qu'un jeu pour elle. Quelques secondes plus tard, plusieurs tentacules émergent du sol, empalant Erdel à plusieurs reprises. Dans son dernier souffle, il dit à Lorne de courir, avant d'être achevé d'un coup violent à la tête. Lorne est choqué. Il était sûr qu'ils avaient coupé tous les tentacules, mais Atu n'a jamais dit qu'elle ne pouvait pas en créer d'autres. En fait, elle aurait pu en invoquer autant qu'elle voulait dès le départ, et elle s'amusait juste avec eux. Face au massacre, les mercenaires perdent toute volonté de se battre. Comme Atu ne semble pas vouloir les poursuivre non plus, Lorne leur crie de fuir tous dans des directions différentes, espérant qu'au moins l'un d'entre eux rentrera au royaume et rapportera ce qui s'est passé. Ils déposent leurs armes et s'enfuient, mais Atu fait remarquer qu'il aurait préféré qu'ils agissent ainsi dès le début. Lorne, cependant, reste pour distraire Atu. Il porte un coup avec son épée sacrée, mais il le voit bloqué par la même technique que lui et Erdel. Confus, il ne comprend pas comment une créature maléfique peut maîtriser des techniques sacrées, mais il découvre la vérité. Lorsqu'elle a tué Erdel, Atu a absorbé toute son expérience et ses compétences, y compris sa maîtrise de l'épée. Maintenant, en utilisant les techniques d'Erdel, elle l'attaque, louant le chevalier déchu comme un véritable guerrier d'élite, et lui rappelant qu'il est mort parce que Lorne n'a pas pu se taire. Puis elle le taquine en lui demandant s'il a déjà pensé à sa femme et à sa fille, ce qu'il n'a jamais dit à voix haute. C'est à ce moment-là qu'il se rend compte. Elle a également absorbé les souvenirs d'Erdel. Lorne comprend alors que plus Atu le tue, plus elle devient forte. Elle lui propose même de partager la dernière pensée d'Erdel avant de mourir, à savoir la survie de ses hommes. Une chose très noble qui a été interrompue par l'égoïsme de Lorne. Il tente de se défendre en disant que les autres mercenaires sont partis rapporter ce qui s'était passé. Mais Atu le corrige en disant qu'ils sont tous déjà morts. Elle explique qu'elle n'a pas pris la peine de les poursuivre elle-même, mais elle n'a jamais dit qu'elle était seule. Elle avait déjà ordonné aux elfes d'éliminer les survivants. Dès que les mercenaires se sont enfuis, ils ont été traqués et massacrés. Désireux d'être le dernier survivant, Lorne assène un coup désespéré à la tête d'Atu, qui sourit, savourant chaque instant de sa souffrance. Il ne faut pas longtemps à Atu pour maîtriser Lorne. Avant de le tuer,
Elle décide de remuer le couteau dans la plaie en lui racontant tout ce qui se serait passé s'il avait suivi le plan d'Erdel depuis le début. Selon Atu, ils seraient tous rentrés chez eux sans une égratignure. Lorne aurait retrouvé sa femme et sa fille et aurait passé le reste de sa vie heureux à leur côté, ignorant toutes les calamités qui pouvaient exister dans la forêt. Mais parce qu'il a choisi d'agir différemment, maintenant elle ne va pas seulement le tuer, elle va mettre un point d'honneur à tuer toute sa famille pour qu'il souffre. As-tu fait remarquer qu'elle peut lire dans son esprit pour savoir à quoi ressemble sa famille et trouver son adresse sans le moindre effort? Elle lui fait comprendre qu'il est assez mesquin pour mettre cette idée en pratique, et puisqu'il s'en donne la peine, pourquoi ne pas aller plus loin? Peut-être que tuer tous les habitants de tous les villages que Lorne a traversés en se rendant dans la forêt serait aussi une idée intéressante, et au moment où chacun de ces gens vivra la mort la plus douloureuse qui soit, elle s'assurera que tout le monde saura que c'est de sa faute. Désespéré, Lorne hurle et la supplie de ne pas le faire, mais Atu, qui commence déjà à se lasser de la torture psychologique, décide d'en rester là et de lui ôter la vie, le faisant taire une bonne fois pour toutes. Dès que Lorne tombe mort, le guide s'arrête pour les informer que lui et ses hommes ont réussi à éliminer tous les mercenaires qui ont tenté de s'enfuir et qu'il n'y aura plus de survivants pour rapporter les événements de cette journée. Atu le remercie pour son bon travail et lui demande également de se débarrasser des corps. Avant de partir, le guide lui demande si elle a vraiment l'intention de mettre à exécution le plan qu'elle a évoqué, à savoir tuer la famille de Lorne et toutes les personnes à qui il a parlé. Atu répond que ce n'était que pour effrayer les Lornais et qu'elle n'a pas vraiment l'intention de commettre un génocide. D'ailleurs, cela lui causerait trop d'ennuis et elle préfère éviter les confrontations inutiles. Malgré tout, elle ne peut pas perdre plus de temps ici. Elle doit parler à Takuto immédiatement. Avant que le combat ne commence, Atu a entendu Erdel la traiter de sorcière. Bien que sa classe soit officiellement celle de l'héroïne, il a également mentionné une sorcière dans le Nord, ce que Takuto n'avait jamais vu dans le jeu original. Atu en conclut que le monde dans lequel il se trouve est différent de celui du jeu. Takuto s'en doutait déjà, bien que de nombreux mécanismes fonctionnent toujours de la même manière. Il est préférable de supposer que les règles fondamentales sont différentes. Heureusement, tous les changements sont négatifs. La capacité d'Atu à absorber les techniques des ennemis vaincus a été améliorée. Désormais, il peut également conserver une partie de leur mémoire. Grâce à cela, ils ont obtenu de précieuses informations sur la situation actuelle du royaume, provenant directement de l'esprit des membres de l'équipe d'enquête. D'après ce qu'ils savent, la ville de Qualia est occupée par une crise dans le nord, ce qui signifie qu'ils ne pourront pas se concentrer sur Minogra pour le moment. Malgré tout, la disparition totale de l'équipe envoyée ne manquera pas d'éveiller les soupçons, et c'est inévitable. Un jour ou l'autre, le royaume agira pour savoir ce qui s'est passé. Takuto le sait, mais pour l'instant, ses ennemis n'ont aucune information concrète sur Minogra. À moins que les dirigeants ne soient complètement fous, une attaque immédiate est peu probable. Pour l'instant, la principale préoccupation est la perturbation dans le nord et la sorcière qui en est responsable. Atu essaya d'extraire le plus d'informations possible sur les sorcières des souvenirs d'Erdel, mais il n'en savait pas beaucoup. Cependant, une chose était très claire. La sorcière du Nord était capable de faire des ravages à une échelle militaire à elle seule. Pendant ce temps, dans le territoire du Nord, la sorcière Erakino venait de détruire un autre village et elle se préparait déjà à attaquer le suivant. Tous les villageois morts ont été réanimés par elle en mort-vivant et Takuto n'est pas sûr de ses capacités, mais vu le niveau de destruction qu'elle a pu causer en si peu de temps, il commence à soupçonner qu'elle est peut-être venue de l'autre monde, tout comme lui et Atu. Si c'est le cas, la situation pourrait devenir très compliquée. Atu pense qu'Erakino, probablement parce qu'elle a un alignement maléfique, pourrait avoir une chance de coopérer avec eux. Elle demande à Takuto s'il devrait essayer d'entrer en contact, mais Takuto rejette l'idée. Ils ne connaissent pas sa personnalité et ce serait un risque énorme. Atu regrette que tous ces problèmes surviennent alors que les choses allaient enfin bien à Minogra. Mais Takuto lui rappelle qu'Erakino se trouve dans le Grand Nord, trop loin pour constituer une menace immédiate. Cependant, ces nouvelles menaces montrent clairement que Minogra doit renforcer ses défenses. Takuto décide de créer un autre héros dès que possible. Il avait auparavant prévu d'invoquer Isla, mais au vu des derniers événements, il pourrait avoir besoin de quelqu'un de plus apte au combat. De plus, il va revoir sa stratégie de dissimulation. La présence de forces imprévisibles, telles qu'une sorcière, signifie qu'une alliance devra être formée avec une nation. Ce qui est hors de question, après ce qu'Atu a fait avec les Palaginiens. Mais le pays à l'est de la forêt est neutre et n'a pas encore eu de contact direct avec Minogra. Ainsi, lorsque le palais sera prêt, Takuto a l'intention d'enquêter sur cette nation et d'évaluer la possibilité de travailler ensemble. Pendant ce temps, dans la ville à l'est, une attaque de barbares a lieu.
Une porteuse de bâton lève son arme et lance un puissant éclair, les éliminant tous d'un coup. Les citoyens se réjouissent et la félicitent d'avoir protégé la ville avec une telle facilité. Mais elle les avertit qu'il est trop tôt pour faire la fête. En regardant la scène, il m'a semblé évident qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire et que ce n'était pas quelque chose qui allait se résoudre du jour au lendemain. De retour sur le territoire de Minogra, Atu et Takuto terminent leur conversation. Et elle est sur le point de partir quand elle se souvient soudain de quelque chose d'important qu'elle doit dire avant de partir. Elle s'arrête, respire profondément et admet qu'elle doit s'excuser pour quelque chose. Atu sait très bien que Takuto n'aime pas la violence inutile, surtout lorsqu'il y a une chance de résoudre les choses pacifiquement. Cependant, lors de la confrontation avec Paladin, elle admet qu'elle s'est laissée emporter par la situation et qu'elle a réagi de manière un peu excessive, voire beaucoup. Takuto, lui, ne réagit pas comme elle s'y attendait. Il se contente de la regarder avec une expression neutre, sans montrer la moindre inquiétude. Après un bref silence, il demande d'un ton presque désintéressé pourquoi il devrait s'en soucier. À cet instant, Atu se rappelle qui est vraiment Takuto. Et bien qu'il soit un peu gentil dans la vie de tous les jours, il est aussi l'incarnation même du mal absolu, et il y a donc très peu de choses qui pourraient vraiment l'ennuyer. Il ne faut pas longtemps pour que la construction du palais tant attendu de Takuto soit enfin achevée, marquant une étape importante pour l'avancement et la consolidation de son royaume. Takuto est visiblement excité, car il a toujours rêvé d'avoir un palais gigantesque pour symboliser sa souveraineté. Atu, saisissant l'occasion, déclare avec grandiloquence qu'un jour, le bâtiment sera si imposant que sa pointe touchera les cieux. Cependant, cette conversation sur le palais amène Atu à se rendre compte d'un détail curieux. Bien que Takuto soit le roi, il n'a toujours pas d'assistant personnel ou de serviteur pour s'occuper de ses besoins. Takuto avoue qu'il n'y avait jamais pensé auparavant, mais reconnaît qu'il serait en effet étrange pour un monarque de ne pas avoir de serviteur à sa disposition. Atu lui demande alors s'il a des préférences quant au type d'assistant qu'il souhaite, afin qu'elle puisse lui trouver quelqu'un de convenable. Un peu gêné, Takuto répond que n'importe qui lui conviendrait, pourvu qu'il soit facile à aborder. Il admet avec un sourire gêné qu'il est un piètre communicateur. En fait, il n'a même pas eu de véritable conversation avec l'un des elfes depuis qu'il est arrivé ici. Atu, elle, pense que c'est surtout parce que Taku semble être une masse d'énergie noire et vivante, avec des yeux purement diaboliques qui font peur à n'importe qui. Malgré cela, elle lui assure qu'il ne doit pas s'inquiéter, car elle a déjà un plan parfait pour résoudre ce problème. Takuto n'aime pas du tout l'enthousiasme exagéré qu'il voit sur le visage d'Atu, mais décide de la laisser aller de l'avant, juste pour voir comment cela va se passer. Sans perdre de temps, Atu convoque le guide, Multé et Émile et leur ordonne de rassembler toutes les jeunes filles du village, sous prétexte que Takuto les veut. Takuto et le guide sont abasourdis par cette affirmation, incapables de croire ce qu'ils viennent d'entendre. Le guide, essayant de lui accorder le bénéfice du doute, demande à Atu la raison exacte de cet ordre. Avec tout le naturel du monde, Atu répond qu'il a demandé des filles plus jeunes parce qu'il pensait qu'il serait plus facile pour Takuto de s'entraîner et d'améliorer ses capacités de conversation avec elles. Mais au lieu de l'expliquer directement, elle proclame haut et fort que Takuto aime les jeunes filles. Cette déclaration dépasse toutes les limites, et avant qu'Atu ne puisse aggraver la situation, Takuto l'interrompt immédiatement, exigeant qu'elle explique tout correctement, sans laisser passer le moindre malentendu. Après avoir entendu toute l'histoire, le vieil elfe et les autres poussent un soupir de soulagement, réalisant que Takuto voulait simplement un serviteur avec lequel il pourrait parler plus facilement et que la raison pour laquelle il demandait spécifiquement des enfants était simple. Le royaume manquant encore de main-d'œuvre, il ne voulait pas priver des travailleurs précieux de leur emploi pour en faire des serviteurs personnels, et des enfants qui ne pouvaient pas encore contribuer à des travaux lourds était la meilleure option. Multé et les autres sont impressionnés par l'esprit pratique et logique de Takuto et acceptent d'emmener les enfants le rencontrer. Takuto est enthousiaste à l'idée d'avoir enfin quelqu'un à qui parler. Mais il y a un détail qu'il n'avait pas prévu. Pour une personne ordinaire, Takuto ressemble toujours à une calamité vivante. Dès que les enfants le voient, ils se mettent à pleurer désespérément, incapables de contenir leur peur. L'ambiance tourne au vinaigre instantanément, et Takuto s'en veut terriblement. Pour trouver une solution, Atu demande à Multé s'il connaît des enfants qui ne pleureraient pas à la vue du roi. Cependant, vu les circonstances, Multé ne trouve personne qui convienne. À ce moment-là, le guide prend la parole et demande si Takuto a rencontré les jumeaux. Il lui explique qu'il ne les a pas présentés auparavant parce qu'il pensait qu'ils ne seraient pas des serviteurs convenables pour un roi. Ils ont tous deux un passé trouble et il craignait qu'ils n'offensent Takuto d'une manière ou d'une autre. Cependant, ayant pratiquement épuisé toutes les possibilités, Atu leur ordonne de les appeler quand même. Quelques minutes plus tard, les jumeaux entrent dans le palais.
Les deux jumeaux se présentent officiellement à Takuto, révélant qu'ils s'appellent entre un et deux. Dès le début, la différence entre les deux sœurs est évidente. 0-1 est plus réservée et parle avec respect, choisissant ses mots avec soin, comme si elle se trouvait devant un monarque de grande importance. 0-2, quant à elle, parle de manière naturelle, voire un peu intime, comme si elle s'adressait à un vieil ami, appelant son seigneur Takuto de manière détendue, comme s'il s'agissait de l'un de ses camarades. Atu a déjà beaucoup d'expérience dans l'évaluation des gens au premier coup d'œil. Elle se rend immédiatement compte que ses enfants ont un passé marqué par la souffrance. Leur regard et leur posture révèlent des histoires dures, bien au-delà de ce que n'importe quel enfant devrait avoir vécu. Curieuse et inquiète à la fois, Atu interroge la fillette sur les blessures et les cicatrices visibles sur son corps. Elle explique qu'elles ont été causées par une grave maladie, et avant qu'elle ne puisse en dire plus, Muta intervient pour donner des détails. Cette maladie était en fait une peste mortelle qui a frappé son peuple il y a quelque temps. Cette fille était au bord de la mort, mais heureusement, elle a été guérie. Cependant, les marques et les cicatrices laissées par la maladie n'ont jamais disparu, restant sur son corps comme un rappel permanent de cette sombre période. Atu tourne alors la conversation vers l'autre fille, lui demandant ce qui lui est arrivé pour qu'elle se comporte si différemment et qu'elle ait cet air détaché. La jeune fille hésite un instant, mais finit par révéler que sa sœur a vécu quelque chose d'extrêmement cruel et bouleversant, qui l'a changée à jamais. Avant qu'Atu ne puisse demander de quoi il s'agissait exactement, la jeune fille répond froidement qu'elle a mangé sa propre mère. La déclaration sèche et directe frappa tout le monde comme un choc. C'était bien pire que ce qu'Atu avait imaginé. Et essayant de comprendre ce que cela signifiait, elle se tourna vers un hôtel à la recherche d'une explication. Celui-ci, le visage plein de tristesse et de honte, avoue qu'il n'est pas fier de ce qui s'est passé. Mais à ce moment-là, c'était la seule solution possible. Le peuple de la tribu des elfes n'a jamais oublié le sacrifice noble et désespéré que la mère des filles a fait pour que les autres survivent. En entendant cela, Takuto commence à se remémorer ce qu'il savait du voyage des elfes. Il se souvient que lorsqu'ils ont été chassés de leur patrie, ils ont dû traverser des régions traîtresses et dangereuses pendant longtemps. Dans ces conditions extrêmes, la faim devenait un ennemi aussi mortel que n'importe quel monstre. Dans de telles situations, des sacrifices douloureux sont parfois inévitables et cet épisode a complètement bouleversé la perception du monde de Maria. D'une certaine manière, c'était peut-être une bonne chose qu'elle ne montre aucune peur de Takuto, car la plupart des gens auraient été intimidés par sa présence. Cependant, Atu n'était pas sûr que cela fasse d'elle une bonne candidate pour servir d'assistante personnelle du roi. Alors qu'Atu réfléchit à la situation, l'autre fille commence à se diriger vers Takuto. En s'approchant, elle le fixe intensément et commente, d'une certaine manière, qu'il lui semble blanc. Takuto est intrigué et surpris, car tout le monde le décrit comme l'incarnation des ténèbres, mais apparemment la perception de cette fille est différente. Poussé par la curiosité et le sentiment qu'il y a quelque chose d'unique chez cette fille, Takuto lui demande directement si elle accepterait de devenir son assistante personnelle, de s'occuper de lui au quotidien. Sans hésiter, elle répond qu'elle fera de son mieux. Takuto la nomme donc officiellement comme sa servante, mais aussi comme candidate à la future direction de Minogra. Atu observe la scène, surprise. Cette conversation a été de loin la plus longue et la plus naturelle que Takuto ait eue avec quelqu'un d'autre qu'elle-même. Malgré tout, elle se rend compte que l'autre fille reste silencieuse et Takuto décide de lui demander son avis. La jeune fille répond fermement qu'en tant que sœur cadette, elle estime qu'elle a le devoir de soutenir Maria à tout moment. Si Maria souhaite servir le roi, elle le fera aussi. Satisfait, Takuto déclare qu'à partir de maintenant, elles seront toutes les deux chargées de veiller sur lui. Le guide et Muta échangent un léger regard inquiet face à cette décision. Après le départ de tout le monde, Muta revient discrètement pour parler à Takuto en privé. Il lui explique que depuis la mort de leur mère, les sœurs sont incapables de ressentir la moindre émotion. C'est comme si leur cœur était complètement fermé au monde, et le servir en tant qu'accompagnateur ne manquerait pas d'entraîner de nombreuses difficultés. Malgré cela, il demande à Takuto d'être patient et tolérant avec elle jusqu'à ce qu'elle puisse s'ouvrir à nouveau. Plus tard, les deux jeunes gens prennent officiellement leur fonction de servante royale, mais les premiers problèmes surgissent presque immédiatement. En essayant d'apporter un verre d'eau à Takuto, l'une des filles trébuche sur ses pieds et renverse le contenu sur lui. L'autre fille propose rapidement de l'essuyer et s'excuse pour l'erreur de sa sœur, en précisant que ce n'est pas la première fois que cela arrive. Takuto, lui, n'est pas fâché et ne voit aucune raison de s'excuser. Peu après, Atu entre dans la pièce. En voyant la scène, elle exprime clairement sa déception que cette fille ait encore fait une erreur. Avant qu'elle ne puisse réprimander les filles plus sévèrement,
Takuto intervient et lui demande d'y aller doucement. Mais Atu reste visiblement agacé par le nombre d'erreurs commises par les deux filles en si peu de temps. Cependant, si Takuto ne veut pas les punir, elle ne peut pas non plus aller à l'encontre de la décision du roi. Finalement, elle soupire et décide de suivre le protocole, en avertissant seulement les deux filles de bien se tenir, car le roi doit assister à une réunion importante et en tant que ses suivantes, elles seront présentes, il vaut donc mieux qu'elles gardent leur posture et qu'elles évitent tout faux pas. La réunion commença peu après. La première à faire son rapport fut Émile, qui était actuellement responsable du département de la construction. Elle se lève, salue Takuto et Atu et annonce d'un ton optimiste qu'avec le palais enfin terminé, ils ont beaucoup d'ouvriers disponibles en ce moment, ainsi qu'un grand surplus de ressources stockées, ce qui signifie qu'ils peuvent commencer un nouveau projet tout de suite. Takuto et Atu échangent un bref regard et sont d'accord avec l'évaluation. Et après quelques secondes de conversation, ils en viennent à la conclusion que la prochaine étape devrait être la construction d'une clinique. Il serait essentiel d'avoir un lieu capable de veiller à la santé et à la sécurité des citoyens de Minogra, et Émile s'en réjouit, déclarant qu'elle va commencer les préparatifs sans tarder. Atu a ensuite demandé à entendre la personne responsable de la collecte des fonds, mais il s'est avéré que cette fonction était également entre les mains d'Émile, ce qui indiquait la nécessité d'embaucher plus de personnel pour partager les responsabilités. Malgré tout, Émile restait positif. La collecte de nourriture et de matériaux se déroulait bien, et grâce à l'habileté de Takuto, il serait en mesure de répondre à divers besoins quotidiens qu'il leur aurait été impossible de produire seuls. Cependant, il y avait un prix à payer. Compter autant sur la production d'urgence consommerait de grandes quantités de mana du roi. Sachant cela, Atu déclara qu'il devrait trouver d'autres méthodes de production dès que possible. Takuto, pour sa part, déclara que pour l'instant, il pouvait continuer à compter sur lui, mais qu'il devait donner la priorité aux constructions et aux recherches qui permettraient d'augmenter leur capacité à générer du mana. Atu remercia Émile pour ses efforts et passa au sujet suivant, la recherche magique. Moltar se leva ensuite, l'air fier, et annonça qu'il avait réussi à créer une magie militaire. Pour l'instant, il était le seul à pouvoir l'utiliser, mais il était persuadé qu'avec de l'entraînement, ses subordonnés maîtriseraient également la technique. Il ajouta qu'il serait peut-être possible de canaliser une magie puissante en utilisant le mana en ruine que le palais émettait. Cependant, comme Takuto avait clairement indiqué qu'il ne voulait pas déclencher de guerre, il était probable que la magie militaire ne soit pas souvent utilisée. C'est pourquoi Atu et Takuto lui demandèrent de se concentrer sur la recherche des 6 grands éléments des arbres de compétences magiques qui seraient plus utiles au développement pacifique du royaume. Enfin, Atu appela Gia pour faire son rapport sur les forces militaires. Il indiqua qu'à l'heure actuelle, l'armée ne disposait que de 5 insectes de reconnaissance. Ils étaient principalement occupés à cartographier les zones inconnues de la Terre maudite, mais la région en dehors de la forêt était principalement constituée de plaines ouvertes, ce qui rendait difficile l'exploration sans être vue. La priorité de Minogra étant de rester caché, cela limitait grandement leurs opérations. L'Atu déclara que tout allait bien maintenant qu'il disposait d'une carte détaillée de toute la forêt. Elle donna l'ordre au guide de mettre tous les insectes en patrouille de routine dans les environs, et le guide demanda s'il était vraiment sage d'utiliser toutes les ressources uniquement pour patrouiller, se montrant inquiet pour la force militaire du royaume. Cependant, Atu répondit avec assurance qu'elle était à elle seule plus que suffisante pour faire face à n'importe quelle menace. D'ailleurs, Takuto et elle avaient déjà décidé de créer un nouveau héros. Takuto annonça alors qu'après réflexion, il invoquerait bien l'Isla, et demanda également si toutes les ressources nécessaires étaient déjà réunies, et Moltar répondit que le bois et les provisions étaient prêts, mais que le grand obstacle restait l'immense coût du mana, et après un long débat et des consensus de part et d'autre, la réunion fut close. Le roi était satisfait de la performance et de l'engagement de chacun, mais lorsqu'il revint sur le trône, il fut surpris par l'une des jeunes filles, qui le heurta distraitement et fit tomber tous les documents de la réunion sur le sol. Les filles s'excusèrent rapidement et commencèrent à ramasser les feuilles. Mais dans le processus, certains documents finirent par être déchirés. Les deux filles haussèrent un sourcil, s'attendant à une réaction furieuse, mais Takuto leur dit simplement de ne pas s'inquiéter et alla s'asseoir. À ce moment-là, l'une des filles s'est approchée de lui et lui a demandé s'il était une mauvaise personne. Takuto répondit qu'il avait tendance à s'aligner sur le mal et a admis que techniquement, oui, il était mauvais. La jeune fille lui demanda alors s'il était mauvais parce qu'il ne les avait pas encore tués. Elle répondit qu'il ne cessait de faire des erreurs et qu'elle savait très bien qu'ailleurs, les serviteurs étaient tués pour bien moins que cela. Intrigué, Takuto lui demanda quelle était selon elle la différence entre une bonne et une mauvaise personne. Et pour la jeune fille, la réponse semblait évidente. Une bonne personne était celle qui faisait toujours de bonnes choses et une mauvaise personne était celle qui ne faisait que de mauvaises choses.
Takuto sourit légèrement et dit que ce n'était que la moitié de la vérité. Selon lui, une bonne personne devait vraiment suivre des principes justes, ne pas mentir, ne pas voler et ne pas tuer sans raison. Mais il y avait quelque chose d'autre qu'il n'avait pas encore considéré. Selon Takuto, une personne mauvaise n'est pas nécessairement quelqu'un qui fait de mauvaises choses tout le temps. Une personne avec une nature mauvaise comme lui est quelqu'un qui est essentiellement égoïste, qui vit selon sa propre volonté, sans se soucier des sentiments ou des conséquences pour les autres. Ainsi, s'il veut être gentil avec eux, cela ne contredit en rien sa nature. S'il veut être patient face à leurs erreurs, alors il sera tout simplement comme ça. De plus, Takuto indique clairement qu'il a compris qu'ils ont fait des erreurs depuis le début. Il a compris qu'ils veulent le provoquer jusqu'à la colère. Elles espéraient que lorsque Takuto se mettrait en colère, il perdrait son sang-froid et les exécuterait. Un sort qu'au fond d'elle-même, elle pense mériter. Les deux filles ne le nient pas, et avec un regard bas et une voix pleine de douleur, elles avouent qu'elles ont récemment essayé de le mettre suffisamment en colère pour qu'il les tue. La raison est toute simple, elles estiment qu'elles ne méritent pas de rester en vie après ce qui s'est passé dans le passé. Le poids du souvenir de leur mère et de la façon dont elles ont survécu à ses dépens a corrompu leur perception de leur propre valeur. Takuto fait semblant de ne pas comprendre quelque chose qu'il n'a jamais vécu lui-même. Il admet qu'il ne peut pas se mettre complètement à leur place, mais il comprend tout de même à quel point il serait difficile, presque impossible, pour eux de se pardonner. Cependant, il affirme également avec conviction qu'il croit que leur mère ne s'est pas sacrifiée pour qu'elle se consume dans la culpabilité, mais parce qu'elle voulait que ses filles survivent, qu'elles vivent et qu'elles trouvent un jour une forme de bonheur. Il dit aux filles qu'elles sont libres et que la meilleure chose qu'elles puissent faire maintenant est de vivre pleinement, afin que le sacrifice de leur mère n'ait pas été vain. Il leur dit qu'il sera difficile de tourner la page, mais qu'il promet d'être à leur côté à chaque étape de ce voyage. Ces mots les frappent comme un coup en plein cœur, ils ne peuvent plus retenir leurs larmes, et sur un coup de tête, ils serrent Takuto très fort et restent là à pleurer jusqu'à ce que l'épuisement les gagne. Quelques heures plus tard, Ato entre dans la salle du trône et découvre la scène suivante, les deux jumeaux endormis et adossés au trône du roi, Takuto les laissant tranquillement se reposer. L'espace d'un instant, Ato ressent une pointe de jalousie à les voir si proches de lui, mais se souvient rapidement d'une chose urgente à faire. Elle s'éclaircit la gorge et annonce que le rapport sur la ville voisine a été finalisé. La ville s'appelle Dragontan et fait partie de la nation multiraciale et neutre connue sous le nom de Fordon. Comme il s'agit d'une ville où plusieurs races cohabitent, Takuto pensait que les négociations y seraient relativement faciles, mais quelque chose l'a frappé. Dragontan était situé dans un endroit extrêmement isolé. Ato explique pourquoi. La ville a été construite là à cause d'une mine de veines de dragon, qui dans ce cas sont des gisements très rares capables de produire du mana naturellement, une ressource d'une valeur incalculable pour n'importe quelle nation. Donc Ato suggère qu'il devrait penser sérieusement à s'assurer le contrôle de cette ressource le plus tôt possible. Le rapport contient également des informations inquiétantes. Dragontan est actuellement attaqué par des barbares, dont des ogres et des gobelins, et peine à se défendre. Takuto demanda si la ville avait déjà reçu des renforts de leur patrie. Et Ato répondit qu'à sa connaissance, il n'y avait aucun signe d'arrivée. La situation se détériorait donc de jour en jour. Voyant là une opportunité, Takuto en déduisit qu'il y avait probablement déjà des réfugiés qui tentaient de fuir la région. Si Minogra offrait un abri aux gens, il ferait d'une pierre deux coups en augmentant leur population et en établissant en même temps des liens de bonne volonté avec Dragontan. Avec le temps, cette relation pourrait ouvrir la voie à la nomination par Rave de la mine Dragon 20 comme leur propriété. Il s'adosse à son trône, pensif, mais avec un léger sourire, car le scénario qui se déroule est de plus en plus prometteur. L'anime est toujours en cours de diffusion. Alors si vous voulez voir la deuxième partie, abonnez-vous à la chaîne ici et restez à l'écoute pour les prochaines vidéos.